Et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, nous y restons et nous l'annoncions à l'entame de cette édition dans le cadre du magazine ce dimanche. Lucarne ouverture, la rentrée universitaire unique qui se fera le 18 octobre 2021, mais aussi de la problématique de l'orientation des bacheliers. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Adama Diawara, nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur le ministre, merci de nous avoir rejoints. Pourquoi une rentrée unique, une rentrée universitaire unique? Merci. Une rentrée universitaire unique pour deux raisons, j'allais dire, fondamentales. La première raison, il faut éviter l'anarchie. Parce que je signale simplement que depuis un certain nombre d'années, nous avons une rentrée universitaire à plusieurs vitesses au niveau de notre sous-secteur. Et quand je dis à plusieurs vitesses, voici ce qui s'observait. Vous avez d'abord d'une structure à l'autre, au niveau de l'enseignement supérieur, on avait des rentrées qui se faisaient à des dates différentes. Et qui plus est, parfois même à l'intérieur d'une même structure, notamment d'une université publique donnée, on avait des rentrées à des dates différentes d'une unité de formation de recherche, ce qu'on appelle des UFR, à une autre, ce qui est inadmissible. Parce que là, ça dénote d'une anarchie. Et d'ailleurs, dans le mot unique également, il ne s'agit pas de voir uniquement le terme unicité, mais il faut voir également la rentrée à une date, j'aurais dit normale. Une rentrée qui se fasse en septembre ou en octobre, et non une rentrée qui se fait comme on a l'habitude de le voir en février, voire en mars ou avril, ce qui est inadmissible parce que ça entraîne une situation fâcheuse au niveau de la mobilité de nos étudiants et de nos enseignants. Et ça, c'est inadmissible dans la mesure où nous sommes dans un système académique licence, master, doctorat qui se caractérise, entre autres, l'un des fondamentaux donc, dans le LMD, c'est la mobilité. Donc si vous avez des rentrées qui se superposent, qui font que parfois vous êtes en année N, et l'année académique qui se déroule, c'est l'année académique N-1, voire N-2, il est évident que cela a un impact fâcheux, un impact négatif sur la mobilité de nos apprenants et de nos enseignants. Et monsieur le ministre, c'est la première fois qu'une telle décision est prise en Côte d'Ivoire? Je n'aurais pas du tout cette prétention. Je signale qu'avant les grandes perturbations qui sont nées depuis les crises que vous savez en Côte d'Ivoire, les rentrées se faisaient de façon unique. Il n'y avait aucun problème à ce niveau. Et après, avec la situation sociopolitique, nos rentrées académiques ont commencé à se perturber. Et je signale aussi que tout juste après la crise post-électorale de 2011, lorsque nous avons fermé, le ministre de l'époque, Cissé Ibrahim Bakongo, avait fermé les universités publiques pour raison de travaux de réhabilitation. Alors, après les travaux de réhabilitation en septembre 2012, il y a eu une rentrée unique 2012-2013. Malheureusement, les vieux du monde nous ont rattrapés avec les grèves à répétition et nous sommes retombés dans nos travers d'années académiques qui se superposent avec des rentrées à plusieurs vitesses. Donc, c'est un juste retour des choses à la normale. Alors, monsieur le ministre, lutte contre l'anarchie, d'accord, mais quel autre bénéfice de cette décision pour l'enseignement supérieur? J'ai parlé tout à l'heure de la mobilité. On est dans le système académique licence, master, doctorat, ce qu'on appelle LMD, évidemment qui se caractérise surtout par la mobilité des apprenants et des enseignants. Et il est évident que quand nous faisons une entrée unique, c'est de nature à faire en sorte que la mobilité soit facilitée. Je signale que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des situations assez cocasses où au cours d'une même année civile, un étudiant peut avoir 2 diplômes. Ce qui fait qu'à l'extérieur, ils ont du mal à comprendre notre logique. Et je suis d'accord avec eux. Il faut mettre de l'ordre dans cette anarchie. Et ensuite, il y va de la qualité même de nos systèmes. Parce que je signale qu'à cause de tous ces problèmes, notamment de superposition d'années académiques, nous sommes dans une situation où, quand on classe les 200 premières universités africaines, aucune université ivoirienne n'est dedans. Malgré tout l'effort budgétaire qui est, disons, fait par l'État. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter cela. Il faut que ça change. Alors, le fait de revenir à une année normale, à une rentrée unique, va participer de cela. Et en dehors donc de la qualité du système, il y a la confiance que l'extérieur place en notre système d'enseignement supérieur. L'extérieur en termes d'universités étrangères, mais également même le monde du travail, le monde de l'entreprise. Alors, comment voulez-vous que les entreprises fassent confiance à un système académique qui se caractérise par ce que vous savez, c'est-à-dire des entrées à double vitesse, à multiples vitesses, et sans oublier des rentrées qui se font à des dates incongrues. Monsieur le ministre, est-ce que vos partenaires de l'enseignement supérieur, je fais allusion au président d'université, président de grandes écoles, est-ce qu'ils ont été associés à cette décision? Absolument, ils ont été associés, absolument. Non seulement ils ont été associés, mais nous avons discuté longuement de cela. Je signale d'ailleurs que le vendredi dernier, à côté, j'ai réuni l'ensemble des présidents d'université, le DG de l'INPHB et le directeur de l'INS pour qu'on fasse le point sur la continuité pédagogique pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau des différentes structures, au niveau de l'année académique 2020-2021, pour qu'on sache que tout le monde aura terminé effectivement à bonne date, pour
pour que la rentrée unique puisse se faire le lundi 18 octobre 2021, en tout cas pour ce qui concerne les licences 1. Alors, vos assurances, on peut aisément les mesurer, mais est-ce que vous ne craignez pas que certains de ces collaborateurs ne soient pas disposés à suivre le mouvement? Non, il n'y a pas de raison. Sur ce plan, je suis assez serein, il n'y a pas de raison parce qu'on en a discuté. Rien amplement. Ne peut ébranler votre sérénité, monsieur le ministre? Vous dites? Rien ne peut ébranler votre sérénité sur ce sujet? Non, pas du tout, parce que je pense que nous sommes entre hommes responsables. Les responsables d'universités publiques et de grandes écoles publiques sont des hommes assez responsables. Nous avons fait le point au niveau continuité pédagogique pour savoir où est-ce qu'on en est avec le déroulement des cours. Et tout le monde nous a rassurés. Ce qui va se passer, c'est que le lundi 18 octobre 2021, toutes les licences 1, c'est-à-dire les L1, comme on dit, les premières années, feront leur entrée dans toutes les universités publiques. Pour les autres niveaux, je signale que soit la rentrée s'est déjà effectuée, je prends le cas de l'université virtuelle, de l'université de Mans, de l'ENS, de l'INPHB, où la rentrée est déjà faite pour les autres niveaux. Donc il reste seulement la licence 1 pour laquelle la rentrée se fera donc le 18 octobre 2021. Ou alors pour les niveaux qui sont en retard, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que certains niveaux sont en retard. Pour ces niveaux-là, nous avons été clairs, on leur donne au maximum jusqu'au 5 novembre pour faire leur entrée. Mais cela dit, je reviens pour dire que toutes les licences 1, c'est-à-dire ce qui concerne les nouveaux bacheliers, toutes les licences 1 donc, vont rentrer effectivement le lundi 18 octobre 2021. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous prendre au mot. Vous avez tout de suite parlé des nouveaux bacheliers. Vous conviendrez avec moi que cette rentrée ne pourrait ne peut se faire sans justement ces nouveaux bacheliers. Êtes-vous informé des murmures qui se font entendre suite aux résultats des orientations qui ont été livrées le 16 septembre dernier, concernant bien sûr cette opération d'orientation? Effectivement. J'ai rencontré dernièrement un syndicat d'étudiants, le plus représentatif. Nous avons échangé. Monsieur le ministre, lequel? La FESI, pour dire son nom. Nous avons échangé longuement. Je leur ai expliqué le processus d'orientation. Je pense qu'il y a un problème d'information à leur niveau. Souvent, il y a un manque d'information. Moi, je prends un exemple typique. Quand on me dit, oui, mais l'université de San Pedro, pourquoi est-ce qu'on n'oriente pas des bacheliers en BTP, c'est-à-dire bâtiments et travaux publics? J'ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. BTP, on a une grande école d'ingénieurs BTP à l'intérieur de l'université de San Pedro, qui est une université polytechnique au même titre que l'université de Mans. Mais faisons attention, lorsque vous voulez aller faire BTP, vous faites d'abord les classes prépa, ce qu'on appelle les classes préparatoires, première année et deuxième année. Et à la suite de prépa 1, prépa 2, vous passez le concours d'accès à la première année de l'école d'ingénieurs. Donc on n'oriente pas un bachelier comme ça en première année d'ingénieur, ça ne se passe pas comme ça. Il faut commencer par les prépa 1, prépa 2 avant d'accéder via concours à la première année de Alors, monsieur le ministre, vous parlez justement de ces murmures qui sont donc sortis de ces orientations. Je vous invite à suivre cet élément de Serge Pacom-Didi qui renseigne sur l'état d'esprit de certains parents qui ont du mal justement à accepter certaines orientations de leurs enfants. Okay. Suivons ensemble et on verra. Ok. La commission d'orientation de l'enseignement supérieur mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu public le lundi 20 septembre les résultats de l'orientation des bacheliers de la session du baccalauréat 2021. Selon les statistiques publiées sur le site du ministère, sur 87 095 bacheliers, 69 332 ont sollicité une orientation dans une université publique, soit 79,61% du nombre total de bacheliers. 12 913 nouveaux bacheliers sont retenus pour la rentrée universitaire 2021-2022, soit 18,62% des demandeurs. Malgré la décentralisation des universités publiques à Bouaké, Daloa, Korogo et Mans, les plaintes des parents d'élèves de nouveaux bacheliers sont récurrentes. Le non-respect des choix des nouveaux bacheliers, des candidats orientés contre leur gré dans des universités privées et grandes écoles, des inscriptions parallèles. On reçoit plusieurs enfants, plusieurs parents pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là parce que ce n'a pas été leur choix. Et malheureusement, on ne peut pas faire quelque chose parce que les orientations se font maintenant en ligne. L'université n'intervient plus. Et c'est le ministère qui se charge d'orienter tous les bacheliers. Des enfants parfois indécis dans leur choix, des parents qui imposent un parcours universitaire à leur progéniture, d'autres facteurs qui influencent l'orientation des nouveaux bacheliers. Laissons nos enfants faire leur choix et les aider dans le choix qu'ils souhaiteraient faire. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fixe la rentrée universitaire 2021-2022 dans les universités publiques et privées au lundi 18 octobre 2021.
Monsieur le ministre, on vient de le voir dans cet élément de Serge Pacom-Didi commenté par Abou Sanogo. Le désarroi des parents, il est là, il est exprimé. Y a-t-il un recours pour ces parents qui ne savent justement pas où donner de la tête après ces orientations? Mais je crois qu'il faudrait peut-être que j'explique un peu le processus d'orientation pour qu'on se comprenne très bien. Parce qu'apparemment, il y a un malentendu au niveau du processus. Clarifiez donc les choses. On va clarifier pour que tout le monde comprenne un peu comment ça se passe. D'ailleurs, je signale qu'on a une commission d'harmonisation et d'orientation des bacheliers au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est instituée par arrêté ministériel. Alors, cette commission comprend le directeur du cabinet du ministère, qui est le président de la commission, le directeur de l'orientation et des bourses, le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur des systèmes d'information, DSI, et enfin les présidents et le directeur général des universités publiques. Parce que pour les universités publiques non virtuelles, ce sont les présidents, mais pour l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est un directeur général. Alors, d'habitude, cette commission travaille sur l'orientation des bacheliers et leur affectation dans les structures d'enseignement supérieur, public, ensuite privé. C'est-à-dire on commence par les universités publiques, ensuite les universités privées et les grandes écoles privées. Alors, pour une question de transparence, parce qu'effectivement, par le passé, on faisait un certain nombre de critiques, j'ai souhaité que, tous les acteurs puissent venir en tant qu'observateurs. La commission, elle, sa configuration ne change pas, le format ne change pas. Par contre, tous les autres acteurs, notamment les parents d'étudiants, les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, même la presse, j'ai convié tout ce beau monde à venir assister au processus d'orientation en tant qu'observateur. Il faut que les choses soient claires. La commission est définie par ce que je viens de dire, par les membres que je viens de lister. En tant qu'observateur. Voilà, ils viennent assister en tant qu'observateur pour être sûr que tout se passe correctement, qu'il n'y a rien à cacher, que tout se fait de façon transparente. Maintenant, cela dit, comment le processus d'orientation se fait? Lorsque les résultats du bac sortent, et que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met à notre disposition le fichier des nouveaux bacheliers, nous ouvrons la plateforme d'orientation du ministère aux nouveaux bacheliers qui vont faire leur préinscription sur la plateforme. Et pour la préinscription, le bachelier indique le type de bac qu'il a et en ce moment, il a un menu qui lui permet de choisir l'université et la filière de son choix. Mais attention, pour les universités publiques, il a 4 choix. 3 choix obligatoires et un choix optionnel. Par exemple, il dira, compte tenu de la nature de mon bac, moi je vais aller à l'université Félix-Houphouët-Boigny pour faire par exemple mathématiques informatiques. C'est son choix. Mais quand il a fini de faire ces 4 choix, par ordre de préférence évidemment, premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, il finit, on lui demande de faire 4 choix aussi pour le privé, entre les universités et les grandes écoles privées. Voilà, là vous avez 517 grandes écoles privées qui font les BTS et vous avez 152 universités privées qui font des formations type licence professionnelle. Alors donc, il fait 4 choix, 3 choix ou 4 choix au niveau des universités publiques et 4 choix au niveau des universités et grandes écoles privées. Alors quand la commission vient siéger, on commence par les universités publiques. Alors pour les universités publiques, la première règle, c'est qu'il faut que le bachelier ait demandé l'université et une filière de l'université en question. Deuxième chose, on regarde son âge. Il faut que l'âge ne dépasse pas 23 ans, parce que pour accéder à l'université, l'âge maximum est de 23 ans, sauf l'université de Mans qui fixe l'âge maximum à 22 ans. Donc, si vous avez plus de 23 ans, vous êtes éliminé d'office. Bon, une fois que vous remplissez les critères d'âge, en ce moment, interviennent vos notes, votre profil. Vos notes interviennent. Et vos notes, c'est en fonction du type de filière. C'est en fonction de la filière que vous choisissez. Moi, je prends par exemple le cas de la filière mathématiques informatique. Alors, si vous voulez faire mathématiques informatiques, ce qu'on appelle l'UFR MI à l'université Félix-Houphouët-Boigny, on va vous demander une note minimale au bac en mathématiques et en physique. Et cette note minimale dépend du type de bac. Si vous avez par exemple le bac C, on va vous demander au moins 12 en maths et au moins 11 en physique. Voilà. Et si vous avez fait par exemple un bac E, on va vous demander au moins 11 en maths et au moins 10 en physique. Si vous avez un bac D, on va vous demander d'avoir au moins 14 en physique. Enfin, quand je dis physique, c'est sciences physiques, c'est-à-dire physique et chimie. Et au moins 14 en mathématiques. Si vous voulez faire, par exemple, philosophie, on vous dira qu'il faut avoir au moins 12 en philo et au moins 10 en français. Donc, il y a des critères. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la liste de tous les bacheliers qui ont demandé l'université en question et la filière en question et qui remplissent les critères d'âge et de notes minimales. Et en ce moment, on les classe par ordre de mérite en fonction de leur moyenne au bac. C'est-à-dire on ramène tous les totaux du bac, on les ramène à une note sur 20. Et donc on les classe par ordre de mérite en fonction de leur moyenne au bac.
Et après, qu'est-ce qu'on fait? En temps, l'université nous a dit, par exemple, pour la première, je prends mathématiques, informatique par exemple, pour la première année, le nombre de places disponibles pour les nouveaux bacheliers est de 300. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons les 300 premiers, tout simplement. Donc, premièrement, il faut que l'apprenant, enfin, le bachelier, ait demandé à l'université la filière en question. Deuxièmement, il faut qu'il satisfasse aux critères d'âge. Troisièmement, il faut qu'il remplisse les critères au niveau des notes pour les matières spécifiques relatives à la filière. Et quatrièmement, il faut qu'il soit parmi les N premiers si la capacité d'accueil dans la filière est de N. Maintenant, si ce qui s'est passé, la réalité même, il faut le dire honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que les universités, toutes les universités publiques, il y en a 8, il y a 7 non virtuelles plus la virtuelle, ça fait 8. Toutes les universités, quand on a regardé les capacités d'accueil, attention, quand on parle de capacité d'accueil, il faut voir capacité d'accueil réelle en termes d'infrastructure, mais aussi capacité d'encadrement. Parce qu'une chose est d'avoir des bâtiments, mais une autre chose aussi est d'avoir les enseignants pour encadrer les étudiants. Alors, quand on regarde les capacités d'accueil cumulées, agrégées sur l'ensemble des 8 universités, mais ça nous fait 19 600 et quelques places disponibles. Et lorsque nous avons fait les classements en fonction de tous les critères que je viens de dicter, on s'est retrouvé avec 12 900 qui remplissaient les critères d'accès. Ça veut dire qu'en réalité, pour 19 600 places disponibles dans les universités publiques, on n'avait que 12 900 qui remplissaient les critères d'accès. Et ce qui nous a obligés d'ailleurs à dégrader un tout petit peu les critères d'accès, c'est-à-dire que là où par exemple on demande 14, bon, on dégrade pour venir à 13. Si ça ne va pour pas, donner on le descend maximum à 12. de chances, pour donner Voilà, le maximum pour de chances. permettre à d'autres d'intégrer l'UFR concerné. Mais évidemment, même en dégradant, on ne descend pas en dessous de 10. Sinon là, ce serait une prime à la médiocrité. Il faut faire attention parce qu'après, ça a un impact sur le rendement interne de nos systèmes. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Alors, Monsieur le Ministre, sans remettre en cause, d'ailleurs, nous n'avons pas le pouvoir de remettre en cause le processus, n'est-ce pas, de traitement, n'est-ce pas, de ces données, mais il y a certaines voix qui se sont fait entendre, notamment certains syndicats. Je présume que vous êtes bien au fait de cette information, notamment le syndicat national des professionnels de l'orientation en Côte d'Ivoire, ainsi que la coordination nationale d'enseignants, chercheurs de Côte d'Ivoire, qui disent ne pas avoir été associés dans le processus de mise en œuvre de ces orientations. Ils l'ont fait savoir via les réseaux sociaux et sur certains médias. Cela est-il vrai? Si oui, Monsieur le Ministre, cela est-il juste ou dira-t-on tout simplement, qu'en est-il exactement? Mais je crois que là, il faut rétablir la réalité. Rétablissez donc la vérité que l'on puisse savoir. Je l'ai dit tout à l'heure, la commission d'harmonisation et d'orientation est composée d'un certain nombre d'acteurs que j'ai listés tout à l'heure. Alors, les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, même la presse, les parents d'élèves et étudiants, étaient dans la salle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que l'orientation se fasse à l'amphi A du district, aussi au vu de tout le monde. D'accord. Voilà, pour dire que c'est transparent, il n'y a rien à cacher. Ils étaient là en tant qu'observateurs. Mais je pense que nos amis auraient souhaité être membres de la commission. Non, il ne faut pas faire une commission non plus pléthorique parce que ça devient source de lourdeur et sans oublier qu'il y a quand même des primes à payer aux membres de la commission. Et dans tous les cas, les critères étant connus, et je ne pense pas que le fait qu'on soit observateur ou qu'on soit membre, il changerait quelque chose. Parce que les critères sont connus. Ce n'est pas le fait que vous soyez là-dedans ou pas qui changerait les critères. Alors, Monsieur le Ministre, ça bouge beaucoup dans l'enseignement supérieur ces derniers jours. La FESI, syndicat des étudiants, était en ébullition. Il y a peu relativement à la revitalisation du quai des bus Sotra, situé non loin du CHU de Cocody, voie barrée devant le CHU de Cocody, l'instant d'un après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous éclairer la lanterne de nos téléspectateurs? À la faveur de la réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny, on avait... En fait, avant la réhabilitation, il y avait un quai Sotra à l'intérieur de l'université. Et à la faveur de la réhabilitation, ce quai-là, on l'a déménagé. On l'a fait sortir de l'université pour plusieurs raisons, au temps du ministre Bakongo. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais conseiller du président de la République en matière d'éducation. Nous avons dû faire le tour de l'université pour trouver un site de localisation de ce quai. Bon, finalement, on a trouvé la devanture du CHU de Cocody comme site approprié pour implanter le quai. Et ce qui a été fait. Et dernièrement, il se trouve qu'il y a une structure sanitaire qui est en construction, en complément donc du CHU de Cocody. Et ce chantier est, disons, contigu au quai. Le quai est carrément collé au chantier. Alors, vous imaginez si l'entreprise qui a en charge l'exécution des travaux vient à déployer une grue, on ne sait jamais, et qu'un objet venait à tomber sur la tête d'un étudiant, cet accident pourrait provoquer pas mal de problèmes, de remous. Donc nous avons été saisis par l'entreprise qui a le chantier
pour que ce quai soit déplacé. Et d'ailleurs, au ministère, j'ai dû convoquer une réunion d'urgence avec l'entreprise qui a en charge le chantier, avec la direction du CHU de Cocody, la direction générale de la SOTRA, avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons essayé de réfléchir pour voir quelle solution, avec le ministère de la Construction, effectivement, et nous avons essayé de réfléchir pour voir quelle solution trouver au déménagement du quai. J'avoue qu'on avait le choix entre deux choses. Ou on trouve un site approprié qui est plus ou moins proche du site actuel, mais qui est en dehors de l'université, ou alors on ramène le quai à l'intérieur de l'université. Je n'ai pas souhaité que le quai revienne à l'intérieur de l'université pour des raisons de sécurité, parce que dès qu'il y a des remous, les bus entrants, on peut se retrouver dans une situation un peu fâcheuse. Assez difficile. Voilà, donc je n'ai pas voulu que le quai revienne à l'intérieur de l'université. Sans oublier que de toute façon, l'espace qui était occupé par le quai Sotra à l'intérieur de l'université, cet espace n'est plus approprié parce que maintenant, il est utilisé par les bus électriques de Bolloré. Sans oublier que dans le prolongement, il y a une partie du quai, de l'ex-quai, qui est utilisée comme parking par les enseignants qui sont dans un bâtiment avoisinant. Et qui plus est, il y a un nouveau bâtiment qui est en construction, il y a un amphi de 530 places qui est en construction tout juste à côté. Donc l'un mis dans l'autre, j'ai estimé que ce n'était pas possible. Non seulement pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons de disponibilité du site. Alors donc nous avons regardé dans les alentours et nous avons trouvé l'espace qui est en face de l'INSAC. Et cet espace-là, on a trouvé que c'était approprié pour y déménager les quais. Bon, c'est un espace qui est relativement grand et ce n'est pas très éloigné du quai actuel. Alors, le ministère de la Construction nous a fait comprendre que cet espace, ce site-là appartenait à la SOGEFIA. Moi-même, je me suis approché du ministre de la Construction pour lui demander de nous céder cet espace pour qu'on puisse y déménager les quais, ce que le ministre de la Construction a accepté. Donc actuellement, l'idée, c'est de déménager les quais sur cet espace qui est en face de l'INSAC, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ce malentendu est désormais loin derrière ? Bon, à mon avis, oui, j'en ai discuté avec les étudiants. Nous devons nous rencontrer incessamment pour essayer de voir comment est-ce qu'on met en application cette décision. Mais le tout maintenant, c'est de savoir est-ce que les bus peuvent venir faire un détour devant l'entrée principale côté CHU de Cocody de l'université et aller maintenant garer en face de l'INSAC. Bon, ça, c'est des détails qu'on va régler à la fois avec les étudiants et la SOTRA. Alors, Monsieur le Ministre, nous sommes pratiquement au terme de notre échange. La rentrée universitaire unique se fera donc, est fixée donc au 18 octobre 2021, juste avant de rentrer l'antenne. Est-ce que vous aurez quelques mots, justement, à l'endroit de nos téléspectateurs concernant, bien sûr, la mise en œuvre effective de cette rentrée unique? Je dirais simplement que, vous voyez, la mission principale assignée à notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique par le président de la République, c'est de former des ressources humaines de qualité capables de participer de façon efficace au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et de la même façon, d'avoir un système de recherche qui est efficient et qui puisse répondre aux problèmes pratiques de développement qui se posent au pays. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour qu'on y arrive. Malgré cela, il y a un certain nombre de problèmes auxquels notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique est confronté, que nous essayons de résoudre. Donc, ce sont des défis que nous essayons de relever avec l'appui du gouvernement. Alors, du coup, tous les problèmes qui sont, j'aurais dit, secondaires, qui sont de nature à freiner le développement de notre sous-secteur, il faut faire en sorte que ces problèmes-là soient derrière nous. Et parmi ces problèmes, vous avez la superposition des années académiques, de nature, comme je l'ai dit, à perturber la mise en œuvre du système licence, master, doctorat, qui est un système mondial dans lequel nous baignons tous. Alors, donc, nous essayons de faire en sorte donc, que ces problèmes-là soient résolus. Et c'est à ce titre-là que la rentrée unique a été décidée avec l'assentiment de tous les acteurs du sous-secteur. Merci, Monsieur le Ministre. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Juste avant de refermer les pages, je rappelle que nous recevions ce 13h, dans le cadre du Dimanche Magazine, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara, avec qui nous avons parlé de la rentrée universitaire unique qui se fera le 18 octobre 2021, mais aussi de la problématique de l'orientation des bacheliers. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.